Aujourd'hui, je suis avec le nouvel invité du Super Physique Nutrition Podcast, Julius, mon prof de diététique, de naturopathie et de longévité au CQP IF que j'organise avec MBD Formation à Annecy. Et j'avais vraiment envie de le faire intervenir. Donc pour une première, on va essayer de se régaler. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là après l'épisode, à les mettre. On les traitera dans de futurs épisodes. Julius, comment ça va aujourd'hui? Ça va magnifiquement bien là, tu vois. Pour ceux qui savent pas et qui me connaissent pas, je dois te dire pourquoi ça va. C'est parce que j'habite en Espagne depuis 8 mois à Alicante et il y a quasiment, tu vois, c'est 300 jours de soleil par an. Et voilà, tu vois, tu te lèves le matin, il fait beau, tu vas faire ta petite marche, tu vois la plage, le sable, la mer, l'ambiance est bonne, il y a une bonne température. Donc moi, ça me met le peps, quoi. Alors, je te rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a souvent parlé avec Fabrice des inconvénients. Fabrice s'est surtout concentré sur les inconvénients du soleil. Toi, tu es au soleil et je vois visuellement, et ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent le voir, que tu prends pas mal le soleil. Comme tu es un peu une référence pour moi d'un point de vue longévité, est-ce que tu fais quand même attention aux heures où tu t'exposes et est-ce que tu mets, j'y vais, mais est-ce que tu mets de la crème solaire, etc. Ok, d'accord. Alors, tout simplement, oui, je fais attention à cette exposition solaire. Cependant, c'est pas la psychose du tout. Comment dire? On sait que les rayons du soleil qui frappent sur la peau génèrent une oxydation. Une oxydation. Bien sûr, comme tout le monde sait, on a un système antioxydant de protection. Le tout, c'est d'avoir assez d'exposition sans cramer notre potentiel antioxydant. À partir du moment où on crame, on génère une surdose. La peau, c'est là où on va générer les coups de soleil et autres. C'est pour ça que toute notre tolérance est vraiment différente d'une personne à une autre. Du coup, moi, ce que je préconise toujours, c'est de s'exposer très progressivement. Moi, si je peux m'exposer, disons, peut-être 1 heure aux heures les plus chaudes, donc ici, ça cogne vraiment, j'ai commencé avec 5 minutes. 5 minutes, je vois comment ma peau réagit, comment je me sens, et j'ai augmenté progressivement. Effectivement, il y a des moments, je me mets de la crème solaire. Non! Ah ouais, je m'en mets. Et tu sais pourquoi? C'est plus le côté esthétique. Et j'en mets un tout petit peu et à des moments très particuliers. C'est quand je vais faire du vélo. Tu sais, je fais beaucoup de sport, hein, et des fois je vais faire du vélo, du cyclisme avec mes collègues espagnols. Et on a les t-shirts. Et une fois, je suis revenu et j'avais la marque du t-shirt. Et j'ai dit, mais ça, c'est même pas la peine. Alors, quand je pars rouler et que je vois qu'il fait du soleil, je me mets un petit peu de crème au niveau des bras pour faire le dégradé et un petit peu sur le bout du nez. Parce qu'on parle de fragilité aussi par rapport à l'exposition du soleil. Il faut voir aussi quelle a été notre vie avant. C'est ça aussi, tu vois, la longévité, c'est voir les conneries qu'on a fait avant. Et je sais que j'ai pris, quand j'étais plus jeune, des coups de soleil sur le nez. Et je m'aperçois visuellement dans la glace que dès qu'il y a un petit peu trop d'exposition solaire, j'ai le nez qui rougit et je vois que j'ai une peau un peu plus fine et des vaisseaux sanguins qui vont être apparents, tu vois. Et donc, pour le principe de longévité, préserver ma peau mais aussi l'intégrité physique, je vais mettre un peu de crème solaire là. Donc, je me mets de la crème plus par protection plus que par prévention. Parce que la prévention, je l'ai pas fait avant, au final. Tu vois, la prévention, ça aurait été quand j'étais plus jeune, de pas m'exposer, de pas me cramer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais pas besoin de mettre cette crème. Donc, il y a ce côté exposition progressive. Oui, moi, je m'expose tous les jours. Tous les jours, je vais torse nu au moins 1 heure en plein soleil et plein cagnard. Plein cagnard. Et ma peau le tolère bien. Aujourd'hui, hein, bien sûr, je peux pas me prononcer sur l'avenir, mais je sais que quand je commence à avoir un ressenti de chaleur lourde, c'est que je suis allé trop loin. Et donc, ce que je fais, c'est pas, je me tartine de crème, parce que ça, en fait, au final, ça va plus préserver. Le mal serait fait. Je vais me mettre à l'ombre. La prévention basique, hein, c'est se mettre à l'ombre, mettre un t-shirt, mettre une casquette, et puis voilà. Il y a Ensuite, 2 points, il y a 2 points alors sur lesquels je reviens rapidement, qui me semblent intéressants. C'est un, si on a déjà eu des coups de soleil à un endroit particulier ou peut-être sur l'intégralité du corps. Je me souviens quand j'étais gamin, ma mère elle nous mettait au soleil à crever, voilà. Donc là en fait, c'est comme si tu avais usé prématurément
les parties qui ont pris des coups de soleil. Ça, c'est le premier Ouais, point que tu sembles dire. oui. Et le deuxième point sur lequel je souhaite rebondir, c'est que quand tu fais du vélo, pourquoi tu mets pas un t-shirt anti-UV manche longue, par exemple? Tu Je vois, pourrais. ouais, voilà, c'est ma question. Est-ce que valent les vêtements anti-UV? Tu vois, comparativement à la crème? Ben, déjà, le vêtement, sans qu'il soit anti-UV, déjà, le vêtement en fonction, ben, c'est sûr, et ça dépend des matières, hein, mais plus c'est fin, plus ça passera à travers au niveau des UV, effectivement. Mais personnellement, moi, j'en ai pas. J'ai pas fait le choix, j'ai pas fait cette démarche d'en acheter. Parce que je suis pas non plus un cycliste du Tour de France. Je passe pas 20 heures sur le vélo à m'exposer comme ceci. Mais non, mais c'est juste un choix personnel. C'est un choix personnel. En plus, cette technologie anti-UV, je me suis pas penché dessus. Mais en tant que parent, moi je suis père, j'ai des gamins. Quand ils étaient plus petits, on avait acheté des petits vêtements manches longues anti-UV pour les gamins parce que la peau est vraiment plus fragile, bien évidemment. C'est quelque chose que je pourrais faire. Je vais d'ailleurs, toi, le fait que tu soulèves la question, je vais enquêter là-dessus. Même si, au fond de moi, je me dis, on a tout de même besoin de s'exposer au soleil. Parce que dans l'évolution de l'espèce humaine, on n'a pas grandi, on n'a pas évolué avec des vêtements anti-UV. Mais effectivement, il faut prendre en compte que ben l'être humain était peut-être plus poilu, plus velu, tu vois. Donc ça aussi, ça fait une barrière. C'est une barrière. Tu sais, j'ai été militaire et j'étais en Afghanistan. Et là-bas, il y avait les gars avec la grande barbe, ils ont tous la barbe, et on croit que c'est pour des motifs religieux. Et quand je parlais avec les locaux, ils me disent non, non, c'est parce qu'avec la rigueur du soleil, parce que autant il peut faire très froid, très chaud et très sec, ils disent ça nous protège le visage du soleil. Tu vois. Donc, faut prendre aussi en compte le côté velu, le côté poil dans l'évolution de l'espèce humaine. Et puis l'être humain, pareil, c'est intelligent. Quand il fait trop chaud, ben il va s'abriter, il se met à l'ombre, il se met sous un arbre, il va se mettre dans une grotte. Voilà, donc c'est aussi revenir à l'essentiel. C'est le principe de la naturopathie. C'est aussi une question de bon sens. C'est de la prévention de santé en prenant en compte le bon sens en tout premier lieu. Mais ne pas avoir peur du soleil puisqu'on a évolué avec lui sans forcément se couvrir tout le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une sorte de potentiel oxydatif, je dirais ça comme ça, et qu'une fois qu'on l'a épuisé, bah, en fait, c'est un vieillissement un peu accéléré? Tu vois, là, on parlait du soleil, mais est-ce qu'on pourrait parler de manière un peu plus générale, tu vois, toutes les conneries que j'ai faites, donc là, je reprends l'exemple, je me suis beaucoup exposé au soleil, j'ai pris des coups de soleil sur le pif, donc j'ai donné une hypersensible, et donc on pourrait imaginer, décliner ça à l'intégralité du corps par rapport à nos habitudes. Tu vois, imaginons, je dis une connerie, mais tu as mangé 10 ans au fast-food 3 fois par semaine, ça t'a oxydé en bonne partie à l'intérieur, et finalement tu as une tolérance qui s'est amenuisée pour résister au nouveau stress oxydatif. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pars totalement là-dessus, totalement là-dessus. Il faut prendre en compte que, en connaissant la physiologie, on est fait de milliards de cellules qui se renouvellent. Donc il y a une mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose, et il y a un nettoyage et un renouvellement cellulaire. Il faut partir du principe que ce renouvellement cellulaire, ben il a un nombre limité. Il y a un nombre limité de renouvellement par rapport aux organes, par rapport à certaines zones. Et il suffit qu'au niveau de ta peau, on revient par exemple à l'exemple du nez, hein, le fait que tu vas prendre un coup de soleil, tu vois, tu prends un coup de soleil, souvent tu vas peler, ça pèle la peau. Ben, ça n'est ni plus ni moins que des cellules mortes que ton corps évacue. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles cellules qui reviennent là. Donc, en fait, il y a une accélération du renouvellement cellulaire sur ces zones. Et ça veut dire que plus tu renouvelles ces cellules, plus tu t'approches de la fin de ton potentiel. Et c'est sûr que au fil des années, quand le problème c'est la chronicité, c'est comme tout. C'est pas parce que tu prends un coup de soleil que c'est terminé. Mais quand tu agresses une cellule de manière chronique, eh ben en fait tu te rapproches plus rapidement de la fin de sa capacité de renouvellement. Donc oui, le fait d'exposer aussi son système digestif à des agents pathogènes, à des merdes, on va dire les mots, hein, ben, tu vas solliciter plus ton estomac, ton intestin, les cellules de ton estomac, les cellules de ton intestin. Tu vas aussi fragiliser les cellules qui produisent les enzymes digestives, les acides, tu vois. Donc oui, effectivement, ça c'est plus tu agresses, plus tu réduis ta capacité antioxydante.
Même si, Est-ce qu'on peut même si le corps a un mécanisme automatique d'adaptation antioxydante. C'est-à-dire que c'est le principe de l'hormèse. On a beaucoup parlé de l'hormèse sur ces dernières années. Donc, c'est la capacité de l'organisme à s'adapter à une contrainte. Si la contrainte, l'agression est chronique, mais en petite dose, et en petite dose, on est tous différents hein, pour la gestion de cette petite dose, notre corps va générer des capacités antioxydantes de protection. Mais c'est sûr que quand c'est chronique et à dose élevée, ou au-delà de notre capacité adaptative, c'est mort. Avant qu'on continue, j'ai oublié de préciser, on est quand même sur le Super Physique Nutrition Podcast, adossé à la marque des compléments alimentaires superphysique-nutrition.fr. Vous le savez, ou peut-être pas si vous nous découvrez, on essaye de faire au mieux avec des ingrédients les plus qualitatifs possibles, au juste prix, en vous prenant pas pour des cons avec des promos à dormir debout. Donc c'est directement sur le site et je le mets en premier lien dans la description et en premier lien épinglé en commentaire. Donc pour rappel, j'en suis le cofondateur avec mon associé Fabrice que vous pouvez retrouver une fois par mois sur le Super Physique Nutrition Podcast. Je déroule. Est-ce que l'excès de sport est oxydatif et accélère le vieillissement alors? Mais carrément. Attends, on m'a dit que c'était bon pour la santé, je comprends plus rien. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire précédemment. Déjà, en remettant les choses en place, le sport, même si c'est bon pour la santé, ça reste un stress, une contrainte physique et physiologique. Le corps doit s'adapter à la demande physique. Et c'est pour ça que quand on commence un sport, au début, c'est dur. On a mal aux muscles, on a mal aux tendons, aux articulations, peu importe. C'est le temps que notre corps s'adapte. C'est sûr que plus on va taper dedans assez fort au début, on dépasse notre capacité d'adaptation. Et donc, on va aussi augmenter cette agression oxydative, tu vois. Mais la pratique régulière, trouver la bonne progression, tu vois, pas trop peu, pas trop, fait qu'on va s'habituer. Et dans dans cette quête d'habituation, eh bien, notre corps va sécréter augmenter sa capacité antioxydante pour faire face à ça. Pourquoi? Déjà, faut comprendre pas mal de choses sur l'activité physique. C'est que, oui, on pense, on fait du sport. Là, en l'occurrence, on pense à la musculation. On pense souvent à la contrainte mécanique. Mécanique, donc le stress imposé sur les articulations, les tendons, les muscles, les fascias. Et donc, oui, il y a une dégradation. On pourrait dire qu'il y a comme on dirait vulgairement, que lorsqu'on s'entraîne, on casse les muscles, on casse la fibre musculaire, donc on dégrade les muscles. Et qu'ensuite on reconstruit. Mais en fait, quand on casse ces muscles, on va libérer des molécules dans notre organisme qui vont être agressives, qui vont générer des ROS, là, j'ai plus le nom en anglais, là, des moi non plus, des Reactive Oxygen Species, voilà, donc qui vont agresser notre organisme, et donc on a un mécanisme de production d'antioxydants pour lutter contre ça. Si on en fait trop, forcément, on va dépasser notre capacité de production antioxydante et ça va s'avérer néfaste au niveau de ces sensations physiques, douleurs articulaires, douleurs tendineuses. Mais au-delà du simple fait mécanique, c'est que si on prend d'autres sports avec le côté plus métabolique, avec l'utilisation du glycogène, et donc l'utilisation veut dire aussi dégradation, parce qu'on utilise le glycogène, par exemple, mais donc on le dégrade. On le dégrade, et quand on le dégrade, ça génère des déchets. Et ces déchets vont générer une agression pour l'organisme. Et ça doit être tamponné par les mécanismes antioxydants de l'organisme. Donc après, tout dépend l'intensité. Mais donc, est-ce que ça accélère le vieillissement? J'ai envie de dire oui, si on en fait trop. Regarde, alors je prends un extrême, hein. Tu prends Christian Blumenfeld, le triathlète qui est très connu avec multiples titres et autres. Je crois qu'il a 28 ans, tu regardes la photo, tu lui en donnes 15. Ans ah ouais. Tu lui donnes 15 de plus, quoi. Tu vois? Eh oui, c'est ça. Le sport, et surtout les sports d'endurance, ça vieillit. Ça vieillit. Est-ce que c'est réversible? Imaginons,
On a pris Christian Blumenfeld. Demain, il arrête les sports d'ultra-endurance, donc il fait de l'Ironman en triathlon. Il a été plusieurs fois champion du monde, si je dis pas de conneries. Est-ce que il y a un potentiel retour, tu vois, où en fait on est cuit, on est cuit. Bah, On s'entend. c'est-à-dire que ce qu'il a dégradé, il va pas revenir en arrière. Il ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si sa peau, elle a ramassé, tu vois, au fil. Quand je parle du visage qu'il a, c'est parce que c'est ce qui rejaillit de l'extérieur. Tu vois, ça veut dire que les cellules qu'il a sur l'extérieur, qu'il rejette à l'extérieur, ont été affectées. Pourquoi? Parce que il y a plus assez de par rapport à tout ce qu'il a produit en interne. Donc je parle au niveau physiologique, au niveau organes, tu vois, cœur, poumon, enfin la totale. Il n'y a pas eu assez pour protéger la peau. Tu vois, donc il y a eu un relâchement de la peau et donc de la matrice cutanée. Du coup, si à un moment il s'arrête et qu'il fait tout bien, il pourrait effectivement pas revenir en arrière, mais limiter l'accélération de la dégradation. Tu vois? Ok, alors je te dis ça, Julius, parce que on voit beaucoup de. Je prends l'exemple de Brian Johnson, que beaucoup connaissent, qui essaye de ralentir les années, voire de rajeunir. Et bon, je ne fais pas trop ce truc de rajeunissement, mais bon, pour mon sur podcast, je te la pose quand même. Est-ce qu'on ne peut pas rajeunir? Là, on prend encore l'exemple de Christian Blumenfeld. On n'a rien contre lui, encore une fois, et on regarde ses performances, ses entraînements. Il en partage pas mal sur YouTube, etc. Mais est-ce qu'il pourrait pas augmenter son potentiel antioxydant à l'arrêt de sa carrière, parce que là, il fait tellement de volume que c'est pas possible de compenser, pour justement essayer de revenir un petit peu en arrière, même s'il va pas pouvoir revenir à 100%, tu vois? Parce que là, finalement, on est assez, tu vois, j'ai l'impression que Fabrice était là, il disait: «Bah voilà, vous êtes cuits, vous êtes cuits, vous êtes cuits». Mais est-ce qu'on peut pas revenir un peu en arrière et compenser dans les mauvaises habitudes ou l'excès de quelque chose qu'on a fait, malgré soi, parce qu'on n'était pas alerté? Est-ce qu'on peut pas revenir un peu en arrière? Parce que sinon, en fait, tu envie de dire: «Bon, bah, comme c'est cuit et puis bon allez, open bar, j'y vais, je fais la» tu vois? C'est, Je est-ce crois qu'il y que a un petit potentiel? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit potentiel quand même. Si tu fais tout bien, que tu as tout bien mis en place des choses, tu sens que, tu vois, tu te sens mieux, tu vois que ta peau a meilleure allure, tu vois quelqu'un qui aurait plein de boutons parce qu'il mange plein de saloperies, s'il commence à manger sainement, qu'on a déjà expliqué de nombreuses fois, donc des aliments de saison, non transformés, aux bonnes quantités, on en reparlera sans doute dans de futurs épisodes. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il fait quand même un petit bond, tu vois, c'est un peu retour vers le futur, tu vois? Alors, je comprends ton côté optimiste et t'as envie que ça Ah merde! ce soit beau, mais factuellement, et pourtant je suis quelqu'un d'optimiste, hein. Si on regarde vraiment, ce qui est foutu, c'est foutu. Tu vois? Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, qu'on arrête de faire des conneries et d'un seul coup on se mette à bien faire, on ne pourra pas ralentir la vie. On avance, tu vois, dans la vie, on avance. Le corps, de toute façon, à partir du moment où tu as fini ta croissance, et on va dire, tu atteint ton pic de jeunesse, on va dire, tu vois, entre les 20, 25 ans, peut-être 28 les plus chanceux. Après, ça va sur la pente négative. Un rythme, qui est, exponentiel, tu vois? Au début, tu le sens pas et puis plus tu vieillis, moins tu fais les choses bien, plus ça va chuter. Ce que tu peux faire, en fait, c'est pas dire: «OK, foutu pour foutu», c'est à partir du moment où tu vas décider de bien faire les choses, tu vas ralentir cette courbe de dégradation. Donc c'est pas si on est voilà, si on veut jouer sur les mots, on va dire: «Oui, on revient en arrière», mais non, en fait, on va pas en arrière, c'est juste qu'on ralentit le processus de vieillissement par rapport à ce qu'on faisait avant, tu vois? Si tu faisais quelque chose de mal avant, pour ta santé, pour ton physique, et que tu continues de le faire au fur et à mesure de la vie, cette même chose qui avait très peu d'impact quand tu étais plus jeune, va en avoir beaucoup plus lorsque tu as 10 ans de plus, voire 5 ans de plus. Donc tu peux mettre toutes les choses en place, tu n'arrêteras pas l'évolution, enfin la dégénérescence de ton organisme. Et si en plus, quand tu étais plus jeune, tu as vraiment affecté certaines zones particulières, tu vas devoir d'autant plus être strict avec toi-même dans la protection de ces zones. Je te donne un exemple.
concret. Je parle de moi. J'aime bien parler de moi parce que même si on va dire que je suis, Je le comprends, c'est ta première passion. bah oui, c'est ça. Comme je suis axé longévité, je suis mon laboratoire. Mais j'ai pas été dans la longévité depuis que je suis né. Très loin de là. Très loin de là. Parce que j'ai été, on va dire, à un moment donné dans ma vie, j'étais alcoolique. De mes 16 à 20 ans, j'étais alcoolique. Avec une très grande consommation d'alcool. Donc, je passe les détails, mais cette consommation, cette surconsommation d'alcool, ben, il faut se dire, ok, mécaniquement, par où ça passe? Ça passe par le système digestif. Estomac, intestin, c'est traité aussi par le foie. Eh bien, moi, après cette phase alcoolique, et quand je dis alcoolique, pour que les gens se rendent compte, j'ai bu jusqu'à 1 litre de vodka par jour, en commençant dès le petit déjeuner. Hein. Donc, tout ce passage d'alcool au niveau du système digestif a fragilisé énormément mon tube digestif, en particulier l'estomac. Des années après avoir arrêté l'alcool, je sais que le premier organe chez moi qui détraque dès que je vais faire des excès trop prononcés ou si je vais faire les choses pas correctement, c'est l'estomac. C'est ça qui va ramasser en premier. Donc ça veut dire que moi, sur le long terme, je me dis, ok, si ça c'est mon point faible, c'est-à-dire que la première chose qui va déconner à l'avenir, ce sera l'estomac. Si je veux prévenir mon intégrité physique sur le long terme, tout ce que je dois mettre en place, déjà, c'est préserver mon maillon faible. Donc on doit faire attention à ce qu'on fait rentrer dans notre corps, pour moi en l'occurrence, et ce qui va arriver au niveau de l'estomac, au niveau de la qualité, la quantité, la chronicité. Alors, comme tu me lances sur le sujet, j'entends en partie les cours que tu donnes aux futurs élèves CQP quand tu viens à Annecy. Comment on prend soin de son estomac, de ses intestins? Tu sais, tu parles souvent du microbiote. Moi, je suis un grand consommateur, j'en parle pas souvent, mais de légumes fermentés. J'en mange même un peu trop quand j'en achète, parce que je ne suis pas encore au point de les faire, mais ce sera peut-être un objectif futur. Et donc, j'en mange beaucoup. Sur Super Physique Nutrition, on vend des probiotiques également. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Ou qu'est-ce que tu mets en place justement ou via les personnes qui te sollicitent? Parce que je l'ai pas précisé, tu es naturopathe et tu proposes des consultations, des suivis, et je t'envoie de temps en temps des personnes qui sont au-delà de mes compétences, comme notre cher Dany qui nous écoutera peut-être au tout épisode. Non, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour toi et pour les gens qui font appel à tes services par rapport à ça? Si j'ai une faiblesse, on va dire intestinale, au niveau de l'estomac. Alors, moi, je travaille principalement en individualisation. Donc donner quelque chose, je vais essayer de donner quand même quelque chose assez général. Tout de même, déjà c'est comprendre la digestion. Comprendre la digestion, qu'on ait une faiblesse ou pas, et elle commence cette digestion par la mastication. Les gens oublient ça. C'est vrai, et c'est vrai que tu manges très doucement. Je mange très doucement, mais moi, quand je te regarde manger, Rudy, toi, c'est le TGV, quoi. Tu déboires. T'as pas vu ma mère, alors c'est la fusée. Ah là là. Et moi, je me dis, quand je te regarde, je dis, mais attends, il a pas de ballonnement, il a pas de problème d'estomac, tu vois, tout va bien. Bon, bref. Mais, la plupart des gens, par exemple, qui vont venir me voir, qui ont des troubles digestifs, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin ou autre, eh bien, leur premier conseil, c'est mastique bien, prends le temps de manger, pose les couverts entre chaque prise alimentaire, tu vois, voilà, prends ton temps, respire. Pourquoi? Déjà, il y a le côté mécanique. Le fait de mastiquer plus fait qu'on va dégrader, broyer ce qui est dans la bouche, et donc ça arrivera au niveau de l'estomac, et donc il y aura moins de travail pour l'estomac. Il y a un peu moins de travail. Même si on te dit que tu peux mettre un clou rouillé dans l'estomac, qu'avec les acides et autres, ça va tout dégrader et tout. Oui, peut-être quand on est enfant. Voilà, déjà. Mais donc, et j'y viens après. Donc, bien mastiquer. Donc, ça veut dire que, prévention long terme, quelle est la qualité de tes dents? Tu vois? Comment sont tes dents? Si t'as les dents pourries et que justement parce que t'as les dents pourries ou toujours mal aux dents, aux gencives, eh bien du coup tu mastiques moins bien et que ça affectera ta capacité digestive ensuite. Donc la mastication pour le côté mécanique. Ensuite, dans la mastication, et le temps de maintenir certains aliments dans la bouche fait que tu vas augmenter l'insalivation de ces aliments. L'insalivation, c'est le fait d'avoir de la salive
on sécrète sous la langue, par exemple, qu'on a un peu dans toute la bouche. Cette salive va englober l'aliment et ça va réaliser un début de digestion, principalement sur les glucides. Pourquoi? Parce que dans la salive, on sécrète une enzyme qu'on appelle l'amylase, donc qui dégrade les amidons. Alors, pour un peu de culture générale, amylase, ça se termine en ase. En général, tous les mots que vous entendrez dans la physiologie humaine qui se terminent en ase, ce sont des enzymes. Et donc, l'amylase sert à dégrader les glucides. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu prends des pommes de terre, des pâtes, du riz, c'est le genre de choses que les gens, ils mangent, ils mâchent à peine, ils avalent. Alors que c'est ce qui aurait besoin le plus d'être maintenu dans la bouche pour l'insalivation, pour cette prédigestion, déjà. Parce que si tu as des troubles plus bas dans l'échelle du système digestif, il faut que en haut, déjà, tu fasses le boulot de manière optimale. Bonne mastication, bonne insalivation. Ensuite, ça arrive dans l'estomac. Donc, ça passe par l'œsophage, ça arrive au niveau de l'estomac. Et au niveau de l'estomac, on te dit toujours, ouais, c'est très acide. Et bien, c'est vrai que c'est très acide, normalement. Mais j'ai rencontré, et moi j'ai été aussi mon propre laboratoire là-dessus, mon rat de laboratoire, avec l'évolution dans la vie entre mauvaise alimentation, stress, café, excès de café ou excès de boissons gazeuses, qualité de l'alimentation, bref, j'ai peut-être déjà dit, tu vas affaiblir ton potentiel digestif au niveau de l'estomac. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de ton estomac, tu vas sécréter un mucus protecteur pour protéger l'intérieur de l'estomac, tu vas sécréter de l'acide chlorhydrique, entre autres, et des enzymes pour dégrader et commencer à prédigérer ce qui arrive dans l'estomac. À savoir que là, on est sur un super physique podcast, la plupart des gens qui écoutent, ils font de la musculation, et dans le milieu de la musculation, on parle beaucoup de protéines. Ben, les protéines, là où ça se dégrade et ça se digère, enfin, pas que ça s'assimile, hein, mais que ça se dégrade le plus, donc vos steaks, vos blancs de poulet, vos œufs, c'est dans l'estomac. Mais pour que ce soit bien dégradé, il faut avoir un niveau d'acide très élevé. Si votre niveau d'acide est trop bas, enfin, c'est pas assez acide, eh bien, la dégradation ne sera que partielle. Et donc, vous ne tirez pas le plein potentiel de vos protéines. Du coup, s'il n'y a pas assez d'acide, d'enzymes dans l'estomac pour dégrader les protéines, ça veut dire que la digestion elle-même des protéines est ralentie. Elle est ralentie. Donc déjà, rien que ça, tu vois, mauvaise mastication, où on est mon potentiel digestif au niveau de l'estomac, ça joue beaucoup. Et comment on peut ressentir si ça se passe pas bien dans l'estomac? Bah, c'est très simple. C'est tout simplement un ballonnement ou une lourdeur sur la partie haute de l'abdomen, juste en dessous du diaphragme. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Un autre symptôme, c'est une fatigue dans les 30 minutes qui commence 30 minutes après la fin du repas. Une lourdeur. Ça, c'est caractéristique. Ça veut dire que oui, ça ne se fait pas correctement. Ça ne se fait pas correctement. Donc là, les protéines dans l'estomac et je rappelle aussi, les glucides et les lipides, donc les lipides, les graisses, pour ceux qui savent pas, ça passe assez rapidement, en tout cas pour les glucides, assez rapidement à travers l'estomac. Mais si c'est mélangé avec des lipides et des protéines, ça va ralentir le passage des glucides. Voilà. Bah, alors, je te coupe rapidement. On entend parfois certains nous dire qu'il faut dissocier les protéines lipides et de l'autre côté les glucides quand on mange. C'était une théorie un peu du régime dissocié, je sais plus, c'était années 80 ou 90. Là, par rapport à ce que tu dis, est-ce que ça a du sens finalement? Ah mais ça a complètement du sens, mais après ça va remettre dans un contexte, parce que tout est nuance, hein, bien évidemment. Moi, j'ai pu le préconiser, mais beaucoup chez mes clients qui ont des troubles digestifs. Mes clients qui ont des troubles digestifs, je leur déconseille de consommer en même temps source de protéines et source de glucides. Donc, poulet, riz, ouais, ce sera soit riz, brocoli et un autre moment poulet, haricots verts, tu vois ce que je veux dire? Mais je vais leur déconseiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir une opposition dans la capacité digestive, tu vois? Si les glucides sont censés passer assez rapidement au niveau de l'estomac, mais que les protéines nécessitent plus de temps, eh bien, c'est comme si, parce que leur estomac est fragilisé,
eh bien, le bol alimentaire qui devrait passer à une certaine vitesse, eh bien, c'était trop lourd à gérer pour l'estomac de la personne. Donc, le fait de dissocier l'un et l'autre fait que l'estomac pourrait se concentrer sur une chose à la fois. C'est ça, en fait. C'est quand il y a un problème, il faut revenir à la simplicité. De toute façon, c'est comme tout, hein. C'est même au-delà de la digestion, hein. S'il y a des problèmes digestifs, il faut revenir à la simplicité, tu vois. Même quitte à dire, OK, je mange que du poulet à ce repas et je mangerai que du riz au suivant. Je l'ai déjà fait avec des clients, je l'ai déjà fait avec moi. Et là, les gens te disent, punaise, comme je me sens bien, je me sens pas lourd, je digère bien et autres. Et au final, c'est parce qu'il y a une pathologie. Je parle pas là de gagner de la masse musculaire ou autre, hein. Là, on parle vraiment de préserver de son système digestif, hein. De toute façon, si on digère mal, qu'on a mal au bide et tout, ça va être compliqué, plus compliqué en tout cas de progresser, quelle que soit l'activité, physique. Eh mais oui, mais Bah, ça justement, il y a beaucoup de gens qui m'appellent disant ouais, je veux prendre de la masse, je veux sécher, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais je dis mais très bien. Je dis mais putain, comme je suis naturopathe et nutritionniste, bah, je reprends tout depuis le début. Et quand tu parles avec la personne, ouais mais c'est vrai, j'ai des ballonnements, j'ai la fatigue après manger, j'ai ci, j'ai là. Je dis bah réglons déjà le problème digestif avant de commencer de vouloir faire de la masse ou autre. C'est régler le problème en amont, tu vois. Les gens veulent tout de suite la solution miracle, mais ils veulent pas faire le boulot en amont. Et souvent, rien qu'en faisant ces corrections en amont, ça prend un peu plus de temps, en semaines, en mois, peut-être en années pour certains, mais au bout d'un moment, le résultat est là. Le résultat est là. Déjà sur le confort de vie et la sensation d'énergie quand tu vas t'entraîner ou dans ta vie du quotidien, et après sur l'impact au niveau physique. je redéroule. Quid alors des probiotiques, des légumes fermentés et autres? Ouais. Ça, donc les probiotiques, les légumes fermentés, les produits fermentés, tout ça, c'est ce qui va apporter des éléments probiotiques. Pour biotique, donc bio la vie, pour la vie. C'est un organisme vivant. Dans l'estomac, dans l'intestin, donc là on ne parle pas de l'estomac, on parle dans l'intestin, on a des milliards de bactéries, levures, champignons. C'est tout un enchevêtrement de ça. Bactéries, levures, champignons. Qui sont en fonction, vraiment différents en fonction de qui que nous soyons. Donc, aucun d'entre nous n'a le même microbiote. Donc, on appelle ça le microbiote. Avant, on appelait ça la flore intestinale. Et donc, on comprend que ça fait partie de notre façon de fonctionner, d'avoir ces bactéries, ces levures, ces champignons. C'est pas mal de les avoir. Le tout, c'est d'avoir un équilibre dans notre estomac, dans notre intestin, qui nous convient, et ça, on le sent par rapport à notre ressenti. Ressenti, déjà, si on se sent bien, ventre plat, pas de sensation de ballonnement, pas de gaz en excès, pas de constipation, pas de diarrhée. Déjà, voilà, ça c'est des symptômes à suivre. Quand c'est une fois de temps en temps ces symptômes, c'est pas problématique, ça arrive à tout le monde. Par contre, quand c'est de manière chronique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, potentiellement au niveau de l'intestin. Et potentiellement aussi, faut reprendre le problème à la base, mastication, santé de l'estomac. Parce que quand ça arrive dans l'intestin, ça a passé par toutes les autres étapes. Donc il faut s'assurer que toutes les étapes soient bien en ordre avant. Et donc, il faut ces bactéries dans l'intestin. Le problème, c'est que dans la vie actuelle et sur les 50 dernières années, on a introduit de manière exponentielle aussi les antibiotiques. Donc, antibiotiques, vous comprenez bien que c'est l'opposé de probiotiques. Les antibiotiques ont leur utilité dans la médecine, pour la santé, hein, quand il y a des affections particulières. Et donc, le fait de prendre un antibiotique fait pour tuer certaines bactéries, mais il me semble pas qu'il y ait d'antibiotiques ciblés, tu vois, à tête chercheuse pour un seul type de bactérie. Donc en fait, quand tu prends un antibiotique, ça va tuer un bon paquet de bactéries. Le problème, c'est qu'après, eh ben voilà, ça met un peu le foutoir dans l'intestin. Et là, il y en a qui me diront, oui, mais moi, je prends jamais de médicaments, je prends jamais d'antibiotiques. Bon. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous buvez de l'eau du robinet?
Voilà. Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet? Et là, je rentre pas dans quelque chose de complotiste, puisqu'en fait, les analyses le montrent encore plus en ce moment, que dans l'eau du robinet, il y a des résidus de médicaments, dont les antibiotiques. Donc ça veut dire que même si c'est en microdose, en toute petite dose, et que vous buvez de l'eau du robinet tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs litres, eh bien, vous amenez les antibiotiques dans une zone où il doit y avoir des probiotiques. Et donc, ça veut dire que par un simple comportement qu'on pourrait juger naturel, on affecte déjà notre capacité intestinale. Parce que ces bactéries, elles servent à plein de choses. C'est pas juste dire j'ai des bactéries, j'ai des bactéries. Non, ça sert à la dégradation de certains aliments, ça sert à la production de certaines vitamines, ça sert à l'assimilation de certains macronutriments et micronutriments. Voilà, ça sert même des fois, il y a des bactéries spécialisées pour la convertir en énergie ceci, pour il y en a qui sont plus prédisposés pour faire perdre du poids, enfin bref. Voilà. Donc si on consomme des choses qui sont antibiotiques là où il doit y avoir de la vie, ça va à l'opposé de notre bien-être. Donc là, c'est l'exemple de l'eau au robinet, mais tout ce qui va être éléments perturbateurs endocriniens vont effectivement également affecter notre santé micro-intestinale. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qui va être les déchets plastiques, et ça pareil, c'est quelque chose. On va pas s'étaler dessus trop longtemps, mais dites-vous bien, quand vous achetez au supermarché des escalopes de poulet, elles sont emballées de plastique. Il y a un contact entre le plastique et la viande. Et là, on se dit, nous, on enlève juste le plastique et on cuisine la viande et c'est bon, quoi. Il n'y a pas de raison de se dire, il y a du plastique dans la viande. Mais il faut bien vous dire que c'est le contact entre ce plastique très fin et la viande, et là, je ne cite que la viande, il va y avoir un relargage de ces microplastiques dans la viande. Et je suis d'accord avec vous, c'est un micro-dosage. C'est vraiment micro. Mais quand ce micro-dosage, vous le répétez depuis votre naissance jusqu'à vos 40 ans, vous avez eu le temps d'en accumuler dans votre corps. Vous avez eu le temps de le perturber. Là, on parle que du microbiote, mais donc du coup, perturbateur endocrinien, ceci affecter la santé hormonale de l'organisme. Voilà. Bon, est-ce que je suis en train de te des petites, mais est-ce qu'on peut compenser justement cette alimentation, malheureusement, et à notre détriment, même si on fait attention, riche en antibiotiques, par justement ces produits fermentés et probiotiques et j'ai envie de dire, est-ce que plus on mange mal, non pas par choix, parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont dans la même démarche que nous, à essayer de faire au mieux avec leurs contraintes. Euh, Est-ce que dans ce cas-là, si on y est exposé aux saloperies, oui, il faut compenser avec est-ce qu'il faut se bouffer une boîte de légumes fermentés par jour à 4 €? Ouais. Et là, voilà. Alors, déjà, est-ce qu'on peut compenser? J'ose espérer que oui, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je préconise. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de manger quotidiennement quelque chose qui contient des probiotiques, donc des ferments lactiques. Donc, ça peut être... D'ailleurs, je te pose une question comme ça, je pense que beaucoup, moi aussi, je suis un peu perdu là-dessus. C'est quoi la différence entre le kéfir et le kombucha? Alors, kombucha, c'est une espèce de mer de thé fermenté, ça base de OK. thé fermenté. Et pour que ça fermente, il faut du sucre pour le kombucha. Le kéfir, il y a deux types de kéfir. Il y a le kéfir de lait, fait à la base de lait, c'est ce qui est à l'origine. Donc voilà. Et t'as le kéfir qui se vend un petit peu même sur les mêmes teintes que le kombucha, le kéfir de fruits, tu vois. Voilà. La différence, ça va être le kombucha, c'est à la base de thé. Le kéfir de fruits, c'est à base de fruits, en général des fruits secs parce que c'est beaucoup plus concentré en sucre. Et le kéfir de lait, le sucre, ça va être le sucre du lait, donc le lactose qui va permettre cette fermentation. Voilà. Donc OK, ça, bah, c'est... je te parlais de ça parce que souvent, on va recommander ça aussi pour le microbiote, tu vois? En plus des Eh oui, légumes fermentés et autres. Donc c'est pour ça, exactement. Quand je conseille, moi, des choses lacto-fermentées quotidien, il faut trouver déjà, pour adhérer à ça, il faut trouver quelque chose qui nous convienne. Donc maintenant, il y a toute une gamme de choses à notre disposition. Donc il y a le kombucha, il y a le kéfir de fruits, il y a le kéfir de lait, il y a les légumes lacto-fermentés. Donc légumes lacto-fermentés, ceux qui savent pas, c'est à la base la choucroute, le chou de la choucroute, non cuit, hein, parce que quand vous le faites cuire, vous détruisez les bactéries dedans.
La choucroute, c'est un légume lactofermenté. Le même procès, c'est avec du sel. Tout simplement, de l'eau, du sel. Point à la ligne. Et donc, il faut laisser du temps pour que ça fermente. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est pratique de l'acheter à 4 € au supermarché. Moi, je le fais moi-même. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un petit tutoriel pour apprendre à le Comment faire. s'appelle ta chaîne YouTube si jamais? C'est Julius PBK, Purple Bell Kitchen. Ah, Julius PBK. alors que maintenant, t'es ceinture noire. Attends. Ah ouais, c'est ça. On aura le temps d'en parler après. Sur la longévité du jiu-jitsu brésilien. Et donc, les aliments fermentés, donc kombucha, kéfir de lait, kéfir de fruits, les légumes lacto-fermentés. Il y a aussi la pâte de soja fermentée qu'on appelle le miso. Ils le font avec du soja, Ah oui. on peut le faire avec du riz. Le miso, c'est fermenté. On peut en intégrer dans son alimentation. Dans les options protéinées végétariennes, même véganes, tu as le tempeh. C'est des fèves de soja fermentées. Et dans la fermentation, ça coagule, les fèves se coagulent entre elles. Et ça, c'est fermenté. Donc, ça t'apporte des probiotiques aussi naturels. Voilà. Et puis, tout simplement, un yaourt, il y a de la fermentation. Alors, et quand je dis yaourt, c'est yaourt nature sans sucre, le yaourt nature, voilà. Je parle pas du yaourt à la crème ou je parle pas de fromage blanc ni de skyr ou de trucs comme ça. Ça, c'est pas fermenté. Ah, mais le yaourt dans un pot en plastique, si je te suis. Eh ben oui, mais t'as raison. C'est bof bof, quoi. Mais Rudy, qu'est-ce qui n'est pas dans du plastique aujourd'hui? Bah, tu peux acheter, j'allais dire, tu peux acheter des yaourts dans des pots en verre recouverts d'aluminium. Recouvert d'aluminium, qui est encore bien pire pour le cerveau, mais et oui, non, mais toi, c'est la peste et le choléra. En fait, le but, c'est de faire de son mieux, déjà connaître, la physiologie, comment notre corps fonctionne, savoir à quoi on s'expose de manière chronique, et ensuite intervenir en connaissance de cause. Et en sachant ce qui est positif et négatif ou moins positif pour notre organisme. Et faire des choix. C'est des choix de vie après. Moi-même, des fois, en fonction des moyens que j'ai et de ce qui est à disposition, eh ben, je fais pas toujours les meilleurs choix. Les choix optimaux. Mais je fais le meilleur choix pour ce moment-là. Et donc, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Donc oui, si on peut prendre des pots en verre, oui. Mais les gens te diront, ouais, mais c'est plus cher. Ouais, c'est plus cher. Non, mais moi, tu sais, je vais à la fruitière. Bah, pour ceux qui suivent mes vidéos sur Protocole 40, je vais à ma fruitière et en fait, c'est dans des pots en plastique. Le super Ouais. yaourt de la bergerie de la rue à côté de chez moi. Et malheureusement, c'est bon. Mais Rudy, pour terminer, au-delà de ces aliments fermentés, tu as les probiotiques, donc par exemple que tu vends chez Superphysique. En complément, on pourrait se dire, tiens, si je n'aime pas tous ces aliments ou que j'ai pas envie de m'embêter avec tous ces aliments, je vais prendre un complément. Ça peut être une bonne idée, mais comme j'ai dit, dans l'intestin, il y a des milliards de bactéries, virus, champignons et autres, et levures. Seulement, dans ton intestin, en souche de bactéries, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Je te parle en souche. Quand tu vends un complément, il n'y a pas 1000 souches. Il y en a peut-être 4, 5, 6, des fois 3, tu vois. Et ça va être pas surdosé, mais ça va être bien. On va dire, ah, c'est bien dosé. Mais bien dosé pour qui? Tu vois? Donc moi, ce que je peux préconiser, c'est si on fait le choix de prendre des compléments alimentaires comme ça, c'est au lieu de commencer avec la dose recommandée sur la boîte, c'est de commencer déjà avec une gélule quand c'est une gélule, tu vois? Et voir ce qui se passe dans le corps. Pourquoi? Parce que si tu apportes une méga dose d'une bactérie qui est déjà bien implantée, tu vas augmenter sa population. Et donc, en augmentant sa population, tu vas potentiellement engendrer un conflit dans l'intestin. Tu vois? Sa population va empiéter sur le territoire d'autres bactéries, d'autres levures, d'autres champignons. Et donc, du coup, il va y avoir comme une petite guerre intestinale qui va engendrer des ballonnements, des diarrhées, ça peut engendrer des constipations, du mal-être, qui peut durer sur plusieurs jours. Et ça, si je te le dis, c'est pas de la théorie scientifique, c'est du test personnel. Testé sur moi, testé sur des clients. Donc, commencer avec une dose plus basse et progressivement augmenter. Et tant qu'il n'y a pas de symptômes, alors après, il n'y a pas besoin de prendre 15 millions de gélules, mais après, aller jusqu'à la dose recommandée sur la boîte par rapport à la personne. Voilà. Après, sur ta question sur moins on mange bien, plus il faut compenser, j'ai envie de dire oui, mais, quelqu'un qui mange mal du fast-food et autres, de manière chronique,
il va avoir la flore intestinale qui s'est adaptée. Puisqu'en fait, la flore intestinale, ça n'est ni plus ni moins que le résultat de ce qu'on mange. Parce que tu vas développer les bactéries liées à la qualité de ce que tu manges. Tu comprends? Alors, je te pose une question avant que tu déroules. Souvent, quand on se met à manger bien, vraiment sainement, et qu'on exclut de son alimentation diverses saloperies, dès qu'on remange une saloperie, ça nous démonte le bide. Et donc, certains pourraient se dire, et certaines, se dire que en fait, c'est que on est devenu beaucoup plus faible. Tu vois, on n'arrive plus à supporter les saloperies qu'avant on supportait. C'est une phase de transition. C'est une phase de transition. Et je veux dire, plus tu as passé de temps du côté obscur, plus il va te falloir de temps pour pouvoir te permettre de manger des choses pas clean, sans avoir trop d'impact sur toi, qui n'auront pas trop d'impact sur toi. Pareil, j'en ai fait le test, je fais le test avec des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. Quand tu commences à donner à ton corps ce dont il a besoin, ton corps va se sentir bien. Par contre, si tu ne lui as pas laissé assez le temps de bien se sentir, mais aussi de réparer tout ce qui a été lésé, blessé, et que tu lui redonnes quelque chose qui va l'agresser, tout de suite, il va t'envoyer une alerte. Attention, là, tu m'agresses, là. Et tu vas le sentir d'autant plus fort que ton corps, lui, commence à bien se sentir. C'est ça. Moi, pareil, l'exemple, quand je suis passé d'une certaine... tu vois, j'ai été alcoolique, j'ai arrêté de boire, je bois plus du tout d'alcool, et que j'ai révolutionné mon alimentation progressivement, ah ouais, tu te sens mieux. Et dès que je voulais faire, à l'époque, on parlait de cheat meal, ou bien tout simplement que j'étais invité quelque part et que je commençais à remanger comme je mangeais avant, pareil, c'était la cata. Donc je suis resté assez strict, très strict, pendant plusieurs mois, années. Je dis années pour que les gens se représentent ce que ça peut représenter. Pour que aujourd'hui, par exemple, je puisse quasiment manger ce que je veux, quand je veux. Mais je dis quasiment, parce que comme j'ai dit, j'ai détraqué mon système digestif il y a longtemps, tu vois, je vais avoir 45 ans, là je te parle d'il y a 25 ans en arrière, mais même aujourd'hui, avec ce que j'ai fait comme connerie avant, je sais que je peux faire des écarts, mais ça dépend de leur chronicité et de leur quantité. Ouais, parce que tout à l'heure tu dis réparer, mais en fait on peut jamais réparer complètement. Et c'est c'est ça, on revient pas en arrière, tu vois. On peut freiner, mais on revient pas en arrière. Je continue sur le sujet. C'est quoi les prébiotiques? Alors, probiotiques pour la vie, prébiotiques, ce sont des éléments qui vont nourrir tes bactéries ou qui vont créer un environnement pour créer les bactéries. D'accord? Souvent dans les prébiotiques, on va parler de fibres, par exemple. On va parler de fibres. Les fibres, la plupart des fibres sont des prébiotiques. C'est notre intestin, nos bactéries vont se servir de ces fibres ou de certains éléments comme l'inuline qu'on trouve par exemple dans l'artichaut, dans la pomme. Elles vont s'en servir pour créer de nouvelles bactéries et on va dire des bonnes bactéries. Il y a bonne, mauvaise. Si vous avez bien compris, il n'y a pas d'histoire de bonne ou de mauvaise. C'est une histoire d'équilibre dans l'intestin. Donc ces prébiotiques sont apportés par l'alimentation ou par la complémentation. La plupart du temps, tu disais qu'il y avait les fibres. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Quand on prend des légumes fermentés ou autres, est-ce qu'il y a aussi des prébiotiques dedans? Oui, effectivement, parce que justement, ça va être lié principalement aux fibres et pas tant à la fermentation. La probiotique dans les aliments lactofermentés, c'est la fermentation et le jus qui est sécrété, tu vois, qui va être autour de ces légumes, qui va être vraiment qui va contenir les probiotiques. Dans cette fibre, par contre, elle va permettre de nourrir. Tu vois, les probiotiques, c'est les bactéries. Dans les légumes directement que tu mâches. Exactement. Parce qu'on voit beaucoup moins de compléments de prébiotiques parce qu'on les trouve plus facilement dans l'alimentation si on mange bien. Exactement. Et si on mange bien et diversifié en fait, et surtout des végétaux. Et surtout dans les végétaux. Ah ouais, je vois bien les deux. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal pour un premier épisode du jeu. Je pense qu'on a donné pas mal de pistes hyper intéressantes. J'espère que nos auditeurs se seront régalés puis ça va ouvrir de nouvelles pistes. Comme je disais en introduction, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres pour Jules. Vous avez vu, il maîtrise bien son sujet et j'avais noté plein de sujets qu'on n'a pas du tout abordés et qu'on abordera peut-être la prochaine fois. Son bronzage m'a alerté directement pour attaquer avec ça.
Je rappelle que vous étiez sur le Super Physique Nutrition Podcast, donc adossé à la marque de compléments alimentaires superphysique-nutrition.fr. Je mets le lien en description et c'est le premier lien en commentaire. Et puis, je rappelle évidemment que Julius est disponible pour tout suivi autour de l'alimentation, de la naturopathie. Je mettrai une petite présentation ainsi qu'un lien pour le contacter facilement dans la description. Puis, j'ai pas besoin de me représenter. Vous savez que je suis coach depuis plus de 20 ans. Si ça vous intéresse, tous les liens sont également dans la description. Surtout, on souhaite à tous un bon entraînement. Et n'oubliez pas, faites attention à vous. On a encore plus pris conscience aujourd'hui. Salut à tous.